Ok, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session N'abandonnez pas votre collègue d'astreinte. J'espère que vous n'avez pas trop mangé, que vous n'allez pas vous endormir après ce repas. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Je me présente très rapidement, je m'appelle Vincent Lenné. J'ai effectué plein de métiers différents dans ma vie professionnelle, développeur, architecte, admin 6 et réseau, SRE, DevOps et maintenant CTO. Et un petit disclaimer en début de session. Cette session n'est pas là pour vous vendre une méthode magique. Je ne vais pas vous donner une recette et boum, ça y est, vous rentrez, vous appliquez ça et tout va bien pour tout le monde dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Je ne vais pas non plus vous présenter un outil, ni plusieurs outils qui vont résoudre tous vos problèmes magiquement aussi. Implémentez ça dans votre stack et hop, c'est bon, vous n'aurez plus jamais de questions, plus jamais de problèmes. Non, pas du tout. Par contre, j'espère qu'à la fin de la session, vous allez vous poser des questions sur la façon dont vous abordez certains sujets, sur la façon dont vous concevez certaines choses. Et qu'avec ces questions-là et les réponses qui vont derrière, que vous trouverez chez vous en équipe, vous permettrez à vos collègues d'astreinte de mieux faire leur travail et de manière plus sereine. Avant de démarrer, j'ai une question. Qui est développeur dans cette salle? Ok, c'est bien. Beaucoup de monde, c'est cool. Et qui est DevOps /SRE /admin système réseau? Quelques-uns. Ok, qui fait de l'astreinte? Il y a quelques développeurs quand même. Ok. J'ai une mauvaise nouvelle pour les DevOps, SRE et autres. La session n'est pas du tout pour vous. Vous pouvez repartir, désolé. Cette session, elle s'adresse aux développeurs, en fait. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont déjà fait de l'astreinte, il n'y a rien de pire que d'être d'astreinte, d'avoir ce genre de message à 2h du mat. Ah, oui, plein d'erreurs 500 qui arrivent sur mon système. Merci. Donc peut-être il y a des jeunes parents qui ont l'habitude de se lever en plein milieu de la nuit. Pour les autres, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, quand on reçoit ce genre d'alerte, particulièrement en dehors des heures ouvrées, quand on est d'astreinte, c'est extrêmement frustrant d'arriver sur un système qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et pour lequel rien n'a été fait pour nous faciliter la vie. Maintenant, vous vous êtes dit, ok, super, j'ai vu plein de super confs, ça me parle des piliers de l'observabilité, je les ai implémentés, tous les tech leads, les leads SRE et autres ont insisté auprès des développeurs, ça a été super bien implémenté dans nos stacks. Évidemment que ce problème à 2h du mat, je vais me connecter à mes outils, à mes différents systèmes, et je vais le régler en 30 secondes. Pour rappel, qui connaît les 3 piliers de l'observabilité, déjà? Ah ouais, personne. Ah merde. Je vais peut-être faire une conf sur les 3 piliers de l'observabilité, alors. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les 3 piliers de l'observabilité, en fait, c'est 3 grandes informations, 3 grands indicateurs qu'on va mettre en place pour comprendre comment fonctionne un système, comment il agit en fait au quotidien. Donc on va commencer par mettre des logs, parce que en cas de problème, on a besoin de savoir ce qui se passe. On va mettre des métriques, parce que si on ne mesure pas les choses, on ne peut pas savoir si un système se comporte normalement ou pas. Et puis on va mettre des traces, parce que du coup, on a besoin de pouvoir un peu savoir comment interagissent ces différents systèmes les uns avec les autres, dans le sens où nos systèmes sont de plus en plus complexes. Les monolithes, on en fait de moins en moins. On est sur un monde de microservices ou de services. Et si on ne sait pas comment tout ça interagit ensemble, on ne peut pas savoir comment le système au global se comporte. Sauf qu'une fois qu'on a fait, on s'est dit, ok, j'ai fait mes super confs, j'ai vu toutes les confs qui parlaient des piliers de l'observabilité. En tout cas, il va falloir y aller. Et après, il y a la façon dont on l'aborde, il y a la façon dont on va mettre les choses en œuvre. C'est-à-dire que, ok, j'ai mis des logs, j'ai mis des métriques, j'ai mis des traces. Ça, c'est mes premiers logs, ça remonte, donc là, c'est un extrait de Sandry. Ce log, moi, en tant que SRE ou DevOps ou / ce que vous voulez d'astreinte, je ne connais pas forcément l'entièreté de l'application, je me connecte, je vois ce message d'erreur-là. Ce message d'erreur-là, il ne m'apporte aucune information. Des erreurs 500, je le sais, j'ai été bipé pour ça. Super. Et puis l'autre message d'erreur, il est tellement générique qu'en fait, il ne me dit rien du tout. C'est pas grave, on va continuer à creuser dans les différents piliers de l'observabilité. Je me connecte à mes autres outils. J'arrive sur Grafana, donc ça c'est un extrait, vous avez du Grafana en haut, du Prometheus en haut et du Loki en dessous. Donc très bien, j'ai mes métriques. Mes métriques me disent, il y a des erreurs 500. Oui, je le sais, c'est pour ça que j'ai été appelé. Et puis les logs de mon application sont tellement basiques et génériques qu'elles me disent exactement la même chose, il y a des erreurs dans ton application. Et pourtant, j'ai les 3 piliers de l'observabilité. J'ai mis des traces, alors, je ne les ai pas vues, mais je vous promets, il y en a. J'ai des logs, et j'ai des métriques. Donc j'ai tout bien implémenté les 3 piliers de l'observabilité. Malheureusement, j'ai un peu oublié un truc, c'est que ces messages d'erreur, ils servent à rien.
ils ne répondent pas à la question. Ils ne répondent pas à un usage sur ce qui se passe réellement sur le système et comment je vais pouvoir le fixer. Si je prends Jagger, le dernier outil, donc on parlait des traces, pareil, je l'ouvre, j'ai un quatrième outil. Donc Jagger, c'est pour les traces distribuées. L'idée, c'est de voir, voilà, il y a deux services dans cette application, un front-end, un back-end. Ok, j'ai des erreurs. Okay. Il me dit exactement la même chose. Donc j'ai 4 outils. Là, je suis arrivé à 4 outils qui me disent strictement la même chose et qui, au final, ne me disent rien du tout. Ça, c'est le pire cauchemar en astreinte. Vous êtes réveillé à je ne sais pas quelle heure, vous vous connectez sur des systèmes et vous avez virtuellement 0 information sur ce qui vient de se passer et sur ce qui est en cours. Vous savez qu'il y a des erreurs, mais vous n'avez absolument aucune information sur pourquoi, sur comment, quel est le contexte et autres. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont vécu ça sur leur système, là, ceux qui font de l'astreinte un peu? Ouais, on en a au moins. Les autres n'osent pas, non, pas moi. T'es pas là. Ça, c'est l'enfer. Hein. Enfin, ce genre de log, c'est terrible. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut mieux faire que ce qu'on a vu? Je rappelle, on a fait toutes les confs, on a fait l'observabilité, mais malgré ça, on n'est quand même pas arrivé à un niveau d'information qui est utile pour la personne qui va venir débugger ou réparer votre application, ou au moins essayer de remettre en marche le système. Donc on va essayer de se poser la question de savoir si on peut mieux faire. Donc la petite application de démo qui est en support de cette presse, elle est extrêmement simple, elle est même très basique, c'est normal, c'est une application de démo. Elle est composée d'un front-end et d'un back-end, et son seul but, c'est d'afficher des to-do. Je la prends, voilà, hop, j'ai 5 tâches. C'est une application de démo. L'idée, c'est garder bien à l'esprit tout au long de cette presse que les points sur lesquels on va mettre le doigt là, il faut évidemment les extrapoler à vos contextes, les extrapoler à des systèmes beaucoup plus complexes, parce que sur une démo, c'est forcément volontairement extrêmement simpliste, mais l'important, c'est la réflexion et c'est la question, et les questions que vous devriez vous poser derrière. Donc si je reprends mon appli, on va la faire tourner un peu, hop, on va retrouver ici ce que vous avez vu juste avant, donc j'ai tous mes logs, ok. Mon back-end, to-do apps log, mon back-end to-do back-end logs, mon front-end to-do app log, et dedans, là, voilà, j'ai plein de logs qui ne me disent pas grand-chose, donc je sais que sur mon front, j'ai démarré des choses, donc ok, très bien. J'ai plein de logs qui me disent je rentre dans une méthode, je sors d'une méthode. Déjà, ces logs-là, en soi, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Est-ce que quand vous arrivez sur une application pour la débugger, vous vous dites c'est vachement utile d'avoir le log je rentre dans la fonction, je sors de la fonction, je rentre dans la fonction, je sors de la fonction? Ou est-ce que finalement, ces logs-là, ils ne sont pas là juste pour générer du bruit? Personnellement, je pense que ça génère uniquement du bruit et des centaines de millions de logs pour rien. Donc déjà, ceux-là, ils ne sont pas très utiles. Mais à la limite, bon, on va les garder, ils sont là, ils ont le mérite d'exister. Mon autre problème, il est sur ce message d'erreur. Il est extrêmement générique, extrêmement vague. Je lis ce message d'erreur, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé. Et mon troisième problème, c'est que là, on est sur une petite appli de démo, j'ai généré un peu de charge avec K6, mais nos applications, quand elles performent en prod, vous avez des logs qui vont se croiser et s'entrecroiser. Ces logs-là, aujourd'hui, on a un timestamp, mais le timestamp ne suffira pas à rattacher toute la chaîne de logs les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire, oui, ok, ce message d'erreur, là, il est associé à cette trace ici, ou celle-là, ou peut-être une autre. Ce qui veut dire que juste l'ordre de vos logs ne vous garantit pas de comprendre la chaîne d'exécution et ce qui s'est passé. Peut-être que tout ça, c'est juste dans le désordre, parce que tout s'est passé. Oui, merci. Tout s'est passé en même temps. Et du coup, on n'a pas une information qui va nous permettre de dire, oui, ok, je comprends. La requête qui a échoué, elle est passée par ici, par ici, par ici, à tel moment, avec ces informations-là. Donc, pour faire mieux que ça, la première chose que moi, personnellement, en tant que développeur, j'ai envie de faire, c'est dire, ok, j'ai besoin d'un moyen pour rassembler toutes ces traces, tous ces logs, pour dire, ok, la requête, l'application, le moment où ça a échoué, il s'est passé ça, et c'est venu à partir de cette information-là.
Notre application de démo, elle est extrêmement simple. On va dire, donc c'est un petit front-end qui est là, qui affiche, qui tape un service back-end et qui ramène des to-do. OK. Donc dans notre cas, l'information pertinente à tracer, à mettre dans tous nos logs, ça peut être une information qui permet d'identifier quelle est la requête, quelle est la page qui a été affichée, par quel utilisateur. Un système plus complexe, ça sera sûrement autre chose. Par exemple, si vous faites du bancaire, l'ID de la transaction bancaire qui est en cours, ça semble être quand même une information qui est importante, qui est utile le jour où il y a un problème pour se dire, OK, j'ai besoin d'aller voir, OK, cette transaction, elle a fait toutes ces étapes-là, elle est tombée dans tous ces logs, et donc du coup, je sais ce qui s'est passé. Moi, actuellement, par exemple, je travaille dans le domaine de l'IA, donc on traite des centaines d'analyses en parallèle. On a multiples services d'IA. L'information importante, quand il y a un bug, l'information qu'on va me donner, c'est un fameux job ID. C'est-à-dire qu'on a un job, on prend une image, on la traite dans différentes méthodes d'IA, et puis on a un résultat à la fin. Et quand je dois débugger mon système, qui fait 6 ou 7 services différents, la seule information qu'on va me dire, c'est « le job ID, tant, il ne marche pas ». C'est évidemment cette information-là que je vais aller mettre dans mes logs pour être capable de dire « oui, OK, ton job là, je l'ai pris, j'ai regardé, il s'est passé tout ça, et à la fin, tu es tombé dans cette erreur-là, donc je sais le fixer ». Sans ça, vous avez juste un amas de logs qui vous dit des choses, mais pas cohérentes entre elles. Parce que dans les systèmes distribués ou pas distribués, et en tout cas soumis à forte volumétrie, forcément vos logs ils vont s'entrecroiser. Donc si vous ne les mettez pas, si vous ne mettez pas un indicateur qui permet de rassembler tout ça ensemble, vous ne saurez pas ce qui vient de se passer. Donc je vais vous épargner ma vitesse de frappe absolument pas rapide du tout sur un clavier. Hop. On va juste se dire que dans notre cas, dans notre application de démo, donc c'est la requête qu'on veut tracer. L'utilisateur, il a essayé d'afficher la page. OK, dans quoi il est passé? Pour faire ça, j'introduis un correlation ID que je vais passer à travers toute ma chaîne de fonctions et que je vais ajouter à tous mes logs. Ce qui veut dire qu'avec cette information-là, ici, dans mon front-end, je suis capable de tracer tout ce qui vient de se passer, de relier les premiers logs avec les logs des couches suivantes. Et puis, comme je ne suis pas un imbécile, j'ai fait pareil dans mon deuxième service, dans mon back-end. Hop, j'ai un nouveau correlation ID et je sais que tout ce qui vient de je vais savoir rattacher tous mes logs ensemble. OK, très bien. Allons-y, on rebuild ça, on relance. Ça, c'est les petits moments de suspense. Est-ce que ça build ou pas? OK, on va régénérer un peu de charge. Très bien. OK. J'ai maintenant mes correlation ID dans mes logs. Donc je suis en mesure de dire, oui, OK, ce message d'erreur là, il est arrivé, il est en lien avec, si on cherche le 54 et quelques, il est très très loin. Évidemment pas le 54, ça ne va pas marcher. Allez, prenons le 1.8b, le 1.BE. Bref, on a une information qui nous permet de rassembler ces fameux logs et d'avoir une vue claire pour dire, OK, ce message-là, il est lié à cette requête-là, et l'ensemble de ces messages sont liés à la même requête. Ce que je disais tout à l'heure, je simule de la charge à peine 20 utilisateurs pendant 5 secondes, on a déjà des logs qui s'entrecroisent. Donc sur un système réel, imaginez bien que c'est obligatoire que vous ayez ce genre de problème. Donc ça, c'est cool. Une première information qui commence à avoir un peu de sens. Des logs au sein d'une application, au sein d'un service qui font du sens, que je peux remettre ensemble. Par contre, j'ai un problème. Je ne suis pas capable de corréler ce qui vient de se passer dans mon front avec ce qui vient de se passer dans mon back. Sauf qu'en fait, on est sur un système qui est distribué. Encore une fois, c'est une application de démo, mais pensez à vos systèmes à vous, à ce que vous développez, à vos contextes. Vous avez sûrement un ensemble de services tout autour. Et le bug, le problème qui se passe dans un service est sûrement, peut-être, situé avec une source qui est dans un autre service. Donc on va avoir besoin de ramener du contexte et de faire en sorte que les deux soient identifiables et qu'on puisse récupérer les logs et les mettre ensemble pour se dire, OK, le problème, il vient de là. Alors en fait, c'est extrêmement ça va être basique. L'idée, c'est de se dire, OK, très bien.
je connais ma source, le début de mon application, je transmets en l'occurrence notre correlation ID jusqu'au service. Ici, moi j'ai fait le choix de l'implémenter de manière custom avec un header. Libre à vous de faire comme vous voulez. L'important étant de dire, OK, cette information qui me permet de tracer cette activité, cette action de l'utilisateur, je vais l'envoyer dans toute ma stack. Donc ici, à travers un call HTTP. C'est aussi évidemment le cas si jamais vous faites du service avec des queues. Mettez ces informations de corrélation dans vos messages RabbitMQ ou autres, afin de les envoyer à travers toute la chaîne. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe à travers toute la chaîne. Ça ne doit pas s'arrêter à un contexte HTTP ou autre. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour la démo. Je récupère dans le header, et c'est celui-là, évidemment, que je vais réutiliser derrière. On va rebuilder, on va relancer. C'est une démo de build, en fait. Et normalement, on va commencer à avoir des choses qui se parlent entre elles. Hop. Le 5B8 qui est là, je le retrouve bien de l'autre côté. Ici, en l'occurrence, ce qui me permet de dire, bah ok, je connais toute la chaîne d'un côté, toute la chaîne de l'autre, les deux interagissent comme ça, mon erreur est sûrement liée à tel service backend qui fonctionne mal ou tel autre truc qui ne marche pas très bien. Donc l'idée, en fait, à travers ça, c'est d'avoir une information qui vous permet de suivre de bout en bout l'ensemble des logs, l'ensemble des choses qui ont été exécutées pour arriver au problème que vous essayez de débugger. Et évidemment, l'information que vous devez mettre dedans, ce n'est pas une information forcément aussi basique que celle que je vous montre en démo. Le correlation ID, c'est facile, oh, je l'ai généré et tout, t'as vu. Ouais, mais ce n'est pas celle qu'on va vous envoyer potentiellement. Encore une fois, réfléchissez dans votre contexte. Quelle est l'information qu'on vous donne à chaque fois qu'on vous appelle quand il y a un bug? Est-ce que c'est un ID de requête? Est-ce que c'est un ID de transaction? Est-ce que c'est un job ID? Est-ce que c'est, je sais pas, la couleur du bouton qui a été cliqué? Whatever. Mettez cette information dans votre contexte. Et vos systèmes sont sûrement plus complexes encore que ça. C'est-à-dire que là, j'en mets une information, mais peut-être il en faut plusieurs. L'important, ça va être de se dire, OK, la réflexion qui est derrière, c'est, OK, quelles sont là où les informations nécessaires pour identifier toutes les étapes qui ont conduit à ce problème, ou à ces problèmes, en fonction. Le contexte est ultra important. Parce que une erreur sur un accès, par exemple, à une préférence utilisateur, si l'utilisateur est connecté ou si l'utilisateur n'est pas connecté, ça n'a pas du tout la même signification. D'un côté, vous avez un problème, ok, mon utilisateur il est connecté, j'arrive pas à récupérer ses préférences utilisateurs, c'est pas normal. De l'autre, ah bah oui, c'est un utilisateur qui n'est pas connecté, c'est normal qu'il n'ait pas de préférence utilisateur. Enfin, j'ai sûrement un problème, par contre, dans la gestion de l'authentification d'accès à mon service de récupération de préférences utilisateurs. Donc, ce contexte, il va vous guider sur la résolution, il va potentiellement même vous dire, bah non, ok, c'est pas un problème. Ok, j'ai des erreurs 500, mais c'est du dev, là. Il y a un problème de dev, mais il n'y a pas de problème de fonctionnement. Donc, mettez du contexte, réfléchissez à votre contexte, réfléchissez à comment fonctionne votre application, à quel est votre métier. Les logs, ce n'est pas un truc technique. Enfin, c'est un truc technique, mais pas que. Les logs, ils vont être dictés aussi par le fonctionnel et par le métier. C'est-à-dire que mettre des logs, j'entre de la méthode, je sors de la méthode, il y a une exception dans ma méthode, c'est bien, mais ça ne va pas suffire à permettre la compréhension de ce qui se passe sur le système et la résolution des incidents. Le contexte, le métier, ce qui fait la vie de l'application, oui. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Hop. Pour illustrer ça, on a... Okay. On n'a rien du tout. Petit exemple, c'est un centre de prod de mon job actuel. Quelle est la seule information que je n'ai pas dans ce log qui est essentielle à sa compréhension et à la résolution du problème?
J'ai une erreur d'authentification. Pour ceux qui font de l'hôte, ça vous parle. Pour les autres, c'est pas très important. Mais globalement, l'erreur me dit invalid grant. À aucun moment, dans aucun log, je n'ai quel est le grant qui a été essayé d'être utilisé. Comment je peux comprendre, comment je peux fixer ce problème si je n'ai pas cette information? Encore une fois, le contexte est extrêmement important. J'ai oublié une partie de la presse. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à un autre problème. Ces messages d'erreur là, ils sont complètement useless. Ils servent à rien. Ok? Super. Il y a une erreur. Mais dis-moi pourquoi. Dis-moi c'est quoi l'erreur. Enfin, qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je en fais? Ça sert à rien. Ce qui va être important quand vous loguez un truc, c'est de venir dire ok, j'ai eu une erreur, mais avec quelles données d'entrée? C'est quoi ce qui a mené à cette erreur? Est-ce que, en l'occurrence ici, la date n'est pas bonne? Est-ce que l'utilisateur n'était pas connecté? Est-ce que le job n'existait pas? Whatever. Quel est l'ID du job qui n'existait pas? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ah, tu m'as demandé le job 1, 2, 3, 4, 5. Je ne le connais pas dans la base de données. Il sort d'où ce truc-là? Là, en l'occurrence, dans notre démo, c'est extrêmement basique. On essaie de filtrer sur une date. On essaie de la parser avec un certain format. Le format n'est pas bon. Qu'est-ce que doit indiquer mon log d'erreur? Mon log d'erreur, il doit dire, oui, tu m'as donné ça, cette date-là. J'essaie de la parser avec ce pattern. Ça ne peut pas marcher. Si tu me donnes une date qui est au format américain, je suis en France, je ne peux pas parser cette date. Dans vos systèmes, il y a sûrement plein d'endroits où, à un moment donné, vous dites juste « Ah, il s'est passé une erreur. » Ouais, ok, il s'est passé une erreur. C'était quoi les informations d'entrée? Tu essayais de faire quoi avec ces informations? Donc là, on a besoin de savoir en fait ce qui a échoué. On a besoin de pouvoir répondre à la question « Ok, il y a une erreur. C'était quoi les informations? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Et qu'est-ce que tu attendais de ma part ?» Je vous épargne le build. L'autre truc qu'on a vu, donc là maintenant on a des logs qui sont rattachés, qu'on sait corréler entre le back-end et le front-end. On a des exceptions qui vont être, et des messages d'erreur qui vont être meilleurs. Maintenant on ne s'est pas attaqué à un truc, c'est que j'ai plusieurs outils. Et tous ces outils-là, aujourd'hui, je clique dessus, ouais, super, il me dit qu'il y a des erreurs. Là, j'en ai d'autres, donc maintenant, mes logs sont un peu meilleurs, mais je suis incapable de rattacher ce que je vois dans mes logs à ce que je vais avoir dans mes traces, voire dans mes métriques. Alors, les métriques, c'est un peu particulier, parce qu'on a des contraintes techniques qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, donc on va les laisser de côté. Mais en tout cas, on a déployé du log et de la trace, mais on n'est pas capable de les mettre ensemble. C'est-à-dire que j'ai deux outils qui vont me donner des informations, certes peut-être complémentaires, mais là, actuellement, je ne suis pas capable de dire « Ok, j'ai vu ce comportement dans mon premier outil, je vais aller explorer le pourquoi du comment avec un deuxième outil. » Là, si je prends ça, ouais, ok, super, ok, je connais les serveurs, je connais à peu près ce qui s'est passé. Alors, j'ai plein d'informations, hein, c'est super. Jagger, il collecte plein de trucs par défaut, le langage, machin et tout. C'est pas des informations qui m'intéressent, moi. Moi, je suis en train de débugger un problème de prod à 2h du mat'. J'ai identifié une requête qui marche pas. C'est ça que je veux, moi. C'est ça qui doit me permettre de dire, ok, est-ce que j'ai dans Jagger des informations qui vont me permettre de dire, oui, ça marche pas. Donc, on va essayer d'aller faire ça. Pour ça, on va aller se mettre dans notre application et l'idée, comme on l'a fait pour le correlation ID en fait, l'idée c'est de rattacher cette fameuse
information qu'on a mis dans nos logs, la rattacher aussi à tous les autres systèmes de mesure qu'on a aux alentours de l'applicatif. C'est-à-dire que moi j'ai choisi Jagger par exemple pour faire des traces distribuées, ok, je vais mettre ce tag dans Jagger. On a du Sentry, je vais mettre cette information dans Sentry aussi. Pourquoi? Simplement parce qu'encore une fois, c'est ça qu'on va chercher, c'est le point de départ de tout qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a fait ça, si on relance notre applicatif, donc on a toujours des problèmes, on n'a toujours pas résolu nos problèmes. Donc là, je suis sur un problème un peu différent pour les besoins de la démo. J'ai plus une erreur de conversion, j'ai un timeout. Mon application est trop lente. C'est le use case principal des traces distribuées, comprendre pourquoi, d'un seul coup, à un bout de la chaîne, on commence à avoir des timeouts parce que les systèmes sont trop lents. On va venir regarder nos traces distribuées. Donc mon point d'entrée, mes métriques, il y a plein d'erreurs 500 sur le front. Mince, qu'est-ce qui se passe? Je regarde les logs. Le log me dit, oh là là, attention, timeout. Ça tombe bien, j'ai cette information-là. Je vais évidemment aller regarder mon log de backend. C'est quoi? Que se passe-t-il? Ah, le backend, il est tout vert. J'ai bien ma trace. Donc mon front-end qui ne marche pas, qui est en timeout, j'ai bien un log qui dit tout va bien sur le backend. Il y a quand même un truc qui est bizarre. Le fait d'avoir connecté mes outils, ça va me permettre de dire ok, maintenant j'ai un outil qui est utile. Maintenant, je suis capable de dire ok, la trace qui est en erreur dans mon front, qui est en succès dans mon backend, en fait, quand je prends mon Jagger qui me montre la corrélation entre les deux, là je peux dire ok, ah bah oui, eh oui, j'ai un timeout à 5 secondes. Mon backend ne performe pas correctement. J'ai des requêtes qui font plus de 5 secondes. Donc, en mettant du contexte, en reliant mes outils entre eux, je peux avoir une vision complète du système. Je peux avoir une vision complète de ce qui se passe dans mon application. Si on n'avait pas rajouté ce correlation ID entre les deux systèmes, à aucun moment on aurait pu être sûr que l'erreur qu'on voit côté front, elle est due à ce temps d'exécution côté back qui est supérieur à 5 secondes. Connectez vos outils. Je le dis, je le redis. Pas de lien, pas de vision globale. Pas de vision globale, pas de vision globale. OK? Implémenter des métriques business. J'ai laissé les métriques tout à l'heure un peu sur le côté parce que le problème des métriques, c'est qu'on a une énorme contrainte, c'est la cardinalité. C'est-à-dire que vous ne serez pas capable de mettre dans Prometheus, par exemple, les correlation ID en tant que dimension. Parce que vous allez faire exploser votre stockage et c'est ingérable. Ce n'est pas le but de Prometheus, ça ne sert pas à ça une métrique. La métrique, c'est une information générique qu'on va agréger. Par contre, là où les métriques vont sauver votre collègue d'astreinte, c'est si vous mettez des métriques business bien placées. Je vous disais tout à l'heure, moi je travaille aujourd'hui avec des systèmes, on traite des jobs, qui sont des jobs d'IA, peu importe. On a une métrique business qui nous dit combien de jobs on fait par heure. À un moment donné, là, ce jour-là, suite à une mise en prod de ma part, on ne traite plus rien. Boum, à 11h20, là, le système s'écroule, plus aucun job qui traite. Ah, pour autant, zéro alerte ailleurs. Le système va bien, aucun problème. Ouais, le système n'était pas démarré. Donc forcément, c'est un peu complexe. Alors, c'est un peu plus compliqué que pas démarrer, mais bref. Toujours est-il que la métrique business va vous permettre de dire, OK, là, j'ai d'autres indicateurs ailleurs qui commencent à donner des informations, qui sont plus ou moins pertinents, qui peuvent vous aider à trouver ou pas la source du problème. Mais la métrique business, ça va vous dire, OK, là, tu as vraiment un problème. Parce que ce que tu suis, ce qui est important pour toi, ça reste ton business. Donc du coup, si ça ne marche plus, si ton business ne tourne plus, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Enfin, nous, on est techniciens, on est développeurs, on aime mettre des métriques techniques. Le nombre de requêtes HTTP par seconde, oh, super. J'en avais 5 ou 6 000 par seconde. OK, le système, il performe bien. Ouais, sauf que en fait, je ne dépilais pas la queue derrière. Ah, c'est plus compliqué.
La métrique business, elle va vous permettre de dire, OK, le système, techniquement, il fonctionne bien. Enfin, on a les métriques techniques qui disent que techniquement, le système fonctionne bien. La métrique business, elle va vous dire, OK, tu rends le service auquel tu t'es engagé de rendre. Et en l'occurrence, là, je ne le rendais pas le service. Donc, il a fallu aller fixe tout ça et puis faire le récup qui va bien. Donc, implémentez les métriques business, comprenez ce que vous développez, pourquoi vous le développez, et vous pourrez mettre ce genre de choses donc, en fonction de vos différents contextes, de vos métiers. Vous n'aurez pas la même chose, que ce soit un nombre de transactions, que ce soit un nombre d'authentifications, si vous faites un service d'authentification, un nombre d'uploads pour ceux qui font des services de storage, ainsi de suite. Si vous connaissez votre métier, vous saurez mettre des métriques business. Si vous savez suivre vos métriques business, vous savez que tout va bien. Pour aller un chouïa plus loin, on est sur quelque chose d'assez artificiel au sein de cette présentation. Je vous ai montré une toute petite application de démo qui est extrêmement simple. Je pense que si je vous avais laissé 2 minutes avec, vous auriez trouvé le bug voulu qui a conduit à toutes ces exceptions. Mais évidemment, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc ce qui est important, c'est de comprendre les outils et les méthodologies, les adapter à son contexte. Je l'ai dit, je le répète, le mot contexte. Je vous parle de vos systèmes et de vos contextes depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment important en fait. Parce que, encore une fois, vous en tant que développeur, normalement vous avez la compréhension de ce que vous faites, vous avez la compréhension de pourquoi vous le faites, quel est le business. Le gars qui se connecte à 2h, 3h du mat, 6h, un dimanche ou autre, whatever, il n'a pas forcément toute votre connaissance. Si vous êtes sur des grosses équipes, vous avez peut-être une équipe SRE dédiée, des gars qui jumpent sur les incidents en mode « Ah, je ne connais pas l'application, mais je dois la débugger et la remettre en route ». Donnez-leur, s'il vous plaît, les informations nécessaires pour qu'ils puissent fixer correctement le problème. Et il n'y a que vous, en tant que développeur, qui puissiez faire ça. C'est pas le mec qui jump sur un incident qui va pouvoir se dire « Ah ouais, mais effectivement, cette application que j'ai jamais vue il y a encore 5 minutes, elle fait ça, elle le fait comme ça, donc forcément ce log-là, il veut dire ce truc-là. » C'est pas son job. Lui, il veut regarder le log, il veut qu'on lui dise « Ok, l'utilisateur, là, il est arrivé jusqu'ici, il n'était pas connecté, donc ça ne peut pas marcher. » Ok, là, j'ai compris. En tant que développeur, on adore notre IDE. On adore notre débugger. En fonction des différents langages que vous faites, vous avez des débuggers plus ou moins avancés. C'est des super outils. C'est génial. Je m'en passerai pour rien au monde. Par contre, une fois que ça a quitté votre poste, c'est votre pire ennemi. Si demain, pour débugger un problème en staging, pré-prod, whatever, comment vous appelez vos environnements avant la prod, votre seule réponse c'est « Ah, ok, donne-moi le cadre de production, je vais le refaire sur mon poste et en fait, je vais pouvoir comprendre comment ça marche et pourquoi ce bug existe », c'est que vous avez perdu. Le mec d'astreinte, il n'a pas votre débugger. Il n'a pas forcément accès à votre code. Et de toute façon, il ne pourra pas faire une MEP à 2h du mat. Donc, arrêtez de débugger avec vos débuggers en dehors de votre poste local. Le remote debug sur les enves de staging, de pré-prod et autres, c'est votre pire ennemi, et c'est le pire ennemi de votre collègue d'astreinte. Faites l'exercice. Prenez votre dernière feature, là, qui est en cours de dev, peut-être buggé, peut-être pas, peut-être que tout le monde développe extrêmement bien et il n'y a pas de bug, mais pour ceux qui font comme moi et qui font des bugs, mettez votre application en staging et faites l'exercice de dire « Ok, ça ne marche pas. Est-ce que, aujourd'hui, dans mon application, j'ai mis en place l'ensemble des logs, des métriques et des traces, et que tout ça s'est corrélé ensemble, qu'il y a du contexte, est-ce que tout ça s'est fait correctement et je peux comprendre et trouver la cause du problème sans avoir recours à mon débugger ?» Si la réponse est non, vous pouvez rajouter quelques points à vos stories et retourner bosser. Le contexte, le métier, à vos traces et vos métriques, je ne vais pas en reparler. Et les presse d'avant en ont parlé un peu. Je ne sais pas qui était à la présentation tout à l'heure de J'ai cassé la prod, mais elle l'a très bien dit. Testez encore et encore et encore et encore et encore. Et quand vous aurez testé votre code, testez vos logs, vos métriques et vos traces, s'il vous plaît. Parce que, pareil, mettre des logs, mettre des traces, mettre des métriques sans jamais les regarder, sans jamais les utiliser, sans jamais les comprendre, ça ne sert strictement à rien. Et est-ce que vous avez des questions ? Merci pour la presse. Est-ce que
ce serait pas plus simple que ce soit les gens, à savoir que ce soit les développeurs qui fassent du on-call derrière? Alors, dans un monde idéal, j'ai envie de te dire oui, ce serait plus simple. T'as cassé la prod, tiens, vas-y, démerde-toi. Je bosse dans l'industrie de la santé. Accéder à la prod, pour un développeur, c'est même pas envisageable. Accéder aux enves de QA, en tant que développeur pour accéder au code, par exemple, c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que la QA, il n'y a que la QA qui déploie en QA, par exemple. Donc, oui, dans le monde idéal, si vous pouvez le faire, c'est le mieux. Embarquez vos développeurs avec vous. Enfin, je ne sais pas si tu es SRE, DevOps ou développeur, mais en tout cas, en astreinte, si vous pouvez dire « Ah, tiens, il y a un problème, ce serait bien que tu ailles voir », oui, c'est le mieux. Mais après, tu as un effet pervers. C'est-à-dire que le mec, il dit « Ah, c'est moi qui ai fait ça, vas-y, attends, je sais pourquoi le bug, machin, tac, boum, ah, je l'ai réparé, j'émerge et j'ai push. » C'est top. Le gars, il part en vacances. Meilleur cas, où il se fait une jambe, moins bon cas. Où il part, moins bon cas. Tu fais comment? Tu as toujours le même problème. Tu n'as pas forcément les bons logs, tu n'as pas forcément les bonnes traces, tu n'as pas forcément les bonnes métriques, et le gars n'est pas là. Donc, oui, dans l'absolu, mais après, il faut savoir composer aussi sans. Vous disiez en début de présentation qu'il n'y aurait pas de présentation d'outils magiques. Est-ce que une stack élastique, par exemple, qui regroupe justement, il me semble, les outils de log, de métriques et de traces, est un outil magique, ou en quoi ça n'est pas un outil magique plutôt? Alors, ça ne l'est clairement pas. En fait, tous les outils, évidemment, ils sont bien faits. C'est-à-dire que j'ai commencé par dézinguer les outils en disant « je ne vous présente pas un outil magique », mais ils essayent tous de vous aider. C'est-à-dire que pour faire cette démo, par exemple, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été obligé de désactiver plein d'options dans Sentry et dans Jagger, dans OpenTelemetry, pour avoir une démo qui ressemble à peu près à quelque chose. Mais en fait, ce que ne feront absolument pas les outils, jamais, aucun, quel que soit l'outil, c'est réfléchir à votre place à quelles sont les informations importantes à mettre, par exemple, dans les messages d'erreur. Aucun outil ne le fera à votre place. Ce que l'outil fera, c'est potentiellement vous injecter un correlation ID, dénué de tout sens business, ce qui peut ou pas marcher. Ça marche sur des sites très simples. Enfin, je veux dire, vous faites un site public qui affiche, je sais pas, une réservation ou autre. Ça peut marcher. L'utilisateur, il affiche la page, il y a un truc qui est généré, un ID qui est généré, qui est transmis dans toute la chaîne. Ok, l'outil va être capable de le faire pour vous. Ça peut marcher. Si vous avez un système plus complexe, un métier plus complexe, il y a pas, enfin, c'est pas péjoratif, hein, c'est différent en tout cas. Moi, encore une fois, je traite des jobs, j'ai pas d'utilisateur, un outil magique, ça marche pas. Moi, les gens à la prod, ils m'appellent, ils me disent « le job machin avec tel UID, il marche pas ». Je dis « Ouais, ok, cool. Si c'est un outil qui m'a généré un correlation ID, je suis pas capable de faire le lien entre les deux. » Donc, les outils, ils aident. Ils sont là pour aider, c'est leur job. C'est pour ça qu'ils sont créés, c'est pour ça que les gens y réfléchissent derrière. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, en fait. Bonjour. Où est-ce qu'on met la limite entre pas assez de logs et trop de logs? Parce que c'est bien de rajouter des contextes, mais effectivement, quand on passe par tout un tas d'étapes, des fois, on voudrait avoir, au moment où se passe l'erreur, le contexte de un peu avant de qu'est-ce qu'il y avait. Et si on en met partout, effectivement, je suis d'accord que mettre des logs en début de méthode et en fin de méthode, pour moi, c'est pas très utile, mais en même temps, parfois, ça permet de savoir par où on est passé. Et voilà. Comment est-ce qu'on en met pas assez ou comment est-ce qu'on en met trop? Eh bien, c'est une magnifique question que je vous laisserai réfléchir. Alors après, c'est de l'expérience personnelle et c'est, enfin, le mot est galvaudé tellement je l'ai répété dans la session, mais c'est du contexte. C'est-à-dire qu'en fonction de votre métier ou du mien, on ne va pas avoir la même sensibilité à savoir exactement où sont les choses. Moi, aujourd'hui, une exécution dans mon système, c'est entre 6 et 10 entre 6 et 10 services d'IA avec du code Python autour. Si je log chaque entrée et sortie de fonction, autant dire que je ne retrouve jamais rien. Par contre, je sais qu'il y a certains endroits critiques du code. Il y a des choses où, potentiellement, en tant que développeur, j'ai de l'expérience, je sais que là, c'est là que ça va se vautrer. 80 chances sur 100, ouais, là, je vais blinder le log. Si j'ai du business un peu compliqué, je vais mettre plus de log. Si j'ai juste un endpoint HTTP REST qui prend des paramètres d'entrée qui vont être stockés dans la DB et qui sortent, ah ouais, autant dire que je mets 0 log. Hein. Enfin, il y a peu de chances que j'en ai besoin. Je mets du log d'erreur, mais du log d'information, comme on a pu voir, je rentre dans telle méthode ou je suis arrivé à tel endroit, je sais que c'est quasiment jamais là que ça va péter. Par contre, la règle métier super compliquée qui calcule le pourcentage de remise en fonction de l'âge du capitaine, de la vitesse du vent et de la couleur du t-shirt de la personne qui m'achète le billet,
Ouais, là, je vais y mettre du log. Là, je vais te dire ce qui vient de se passer et pourquoi est-ce qu'à la fin, le résultat n'était pas bon. Tu vois, c'est là où, en tant que développeur, vous avez de la réflexion. Et c'est là aussi la limite des outils. C'est que les outils vont faire des trucs automatiques. Entrée de fonction, fin de fonction. On n'a pas parlé de programmation orientée ASP, l'AOP, pour ceux qui connaissent, où un des use cases, c'était de dire « Ah, regarde, tu mets cet attribut sur ta méthode et automatiquement, je te log l'entrée, la sortie, et puis s'il y a une erreur, je te mets un message d'erreur générique. » Super. J'ai 1 milliard de lignes de log, j'en fais quoi, moi? Ça ne me sert à rien, ça. C'est là où on fait encore de l'intelligence de développeur. C'est dire, OK, là, c'est important d'en mettre. Là, il ne va rien se passer, j'en mets moins ou pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question qui est peut-être un peu technique par rapport à l'ajout et l'implémentation d'un Correlation ID. Est-ce qu'il y a un pattern technique que vous recommandez pour mettre en place ça sans polluer en fait toute la base de code avec des Correlation ID qui se passent de fonction en fonction à travers toutes les couches? Non. Merci. Non, en vrai, on pourrait en discuter après en off. Ça dépend du langage, ça dépend du framework, ça dépend de la maturité, ça dépend de plein de choses en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est peut-être un peu stupide, mais mettre autant de logs, ça n'a pas des coûts en termes de performance et de stockage qui pourraient devenir importants? Alors il y a deux questions, il y a deux réponses. En termes de performance, encore une fois, c'est une question de langage, de framework, et de comment performent vos langages et vos frameworks. C'est-à-dire que on avait fait un truc dans un de mes précédents boulots. On avait tous nos logs, et puis en dev, on écrivait tout sur la sortie standard. Ça commence à devenir lent. On passe en prod, et on avait un logger custom qui envoyait tout dans Elasticsearch. Puis c'était un peu plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, écrire sur la sortie standard, quand on envoie des centaines de milliers de logs d'un coup, c'est vachement lent. Quand on envoie sur des trucs qui font de la bufferisation et qui font du batch, ça commence à être plus rapide. Donc là, on est sur du détail d'implémentation. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez besoin de logs. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans vos applis parce que de toute façon, elles vont cracher. Quelle que soit la raison. Vous pouvez être les meilleurs développeurs du monde, avoir le maximum de tests, tests d'intégration, tests de tout ce que vous voulez. L'appli, elle va cracher à un moment donné. Rien que parce qu'on est sur du matériel et à un moment donné, le matériel, il déconne. Donc, on a besoin de logs. Donc, il faut l'écrire. Après, c'est, OK, quel est effectivement ce surcoût de perf introduit par les logs? Comment est-ce qu'on peut l'absorber? Il y a différents patterns, les différents outils. Par exemple, vous propose de mettre un collector associé à votre applicatif, donc soit en sidecar pour ceux qui font du Kubernetes, soit déployé juste à côté, pour avoir un tampon bufferisé et puis renvoyer après. Comme ça permet d'avoir des overrides qui sont très faibles. Mais après, on est sur du détail d'implémentation. Et la deuxième question, c'est du stockage. Est-ce que ça coûte? Oui, ça coûte. Ça coûte super cher. Parler d'outils, Elasticsearch, ça coûte un bras. Faire du stockage Elasticsearch, ça coûte un bras. Faire du stockage Grafana, Prometheus, ça commence à nous coûter un peu aussi. Nous, on fait du Prometheus avec du Thanos, par exemple, donc on fait du long-term storage sur S3. On a quelques terras de data. Ouais. C'est quoi le coût d'un incident en prod qu'on n'est pas capable de remonter rapidement? C'est quoi? Alors en plus, nous, on a des contraintes légales, donc il faut qu'on puisse être capable de prouver qu'on est capable de remonter X temps en arrière. Donc, ouais, ça coûte. Après, c'est un choix entre la capacité à débugger, la capacité à remonter un service, le coût d'indisponibilité d'un service. Encore une fois, je vous renvoie à la présentation de tout à l'heure qui était dans la salle B. J'ai cassé la prod, elle l'explique très bien. Ouais, avoir un incident en prod, ça a un coût financier, ça a un coût d'image de marque, et en plus, ça abîme les équipes. Donc, je rajouterais même, par rapport à ma presse, avoir un incident en prod qu'on ne sait pas débugger, qu'on ne peut pas fixer rapidement, ça a un coût encore supérieur sur les équipes. Donc après, si dans votre cas, vous avez besoin de mettre beaucoup de logs, mais avec une très faible rétention, c'est un moyen de réduire les coûts. Mais après, c'est une balance à trouver entre est-ce que ça vous coûte financièrement et est-ce que ça coûte à côté de ne pas les avoir. Hello et merci pour la présentation. J'ai une petite question. Moi aussi, j'ai bossé dans la santé et à un moment, il y avait une problématique sur les logs. C'est quand les logs des données de contexte sont des données sensibles. Et alors, quelle idée? Car pour être franc, on a galéré puis on n'a pas vraiment trouvé. Donc au final, on mettait plus les logs sensibles. Ouais. On mettait par exemple le format. Là, par exemple, ton exemple de la date, on mettait juste le format, mais on mettait, voilà, il n'y avait rien, quoi. Et est-ce qu'il y a un truc qui résout le problème, quoi? Alors, il n'y a pas de réponse magique.
Non, mais toujours pas. Après, on peut discuter de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Nous, on fait la chasse effectivement au Personal Information Identifier, P2I et autres, parce que justement, elles ne doivent pas être loguées. Il n'y a pas très longtemps, j'ai gentiment rappelé une des équipes qu'on ne devait pas loguer l'ensemble des données du patient quand il y avait un message, quand il y avait une erreur. Ils ont voulu bien faire. J'avais tout le contexte pour travailler, pas de problème. Un peu trop. Non, mais en fait, il y a des données que tu as le droit de loguer, par exemple l'identifiant du patient anonymisé que tu stockes en DB aussi parce que tu en as besoin, par exemple, pour faire tes routages URL ou autre. Celui-là, il est déjà il est public. Donc tu as le droit de le loguer. Et ça te donne un premier insight. Après, tu as le droit de loguer des informations plus génériques. Typiquement, est-ce que le patient était connecté? Oui, non. C'est pas personnel. Il était juste connecté. OK, cool. Est-ce que le patient, il était en train de faire tel truc? OK, je ne sais pas rattacher cette information-là à une personne réelle. Donc là, j'ai le droit de le faire. Et après, tu as le truc ultime, vraiment dégueulasse. Tu fais un énorme hash de ton contexte et tu logs ton hash. Mais il faut pouvoir l'exploiter derrière, et ça pose la question aussi derrière de qui a le droit d'aller décoder ce hash pour avoir l'information réelle. Mais enfin, oui, il y a des métiers, des domaines où la contrainte est très forte, et du coup, ça rend l'exercice très difficile. Plus difficile. D'autres questions? Parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous.